je suis très heureux d'accueillir Louise Leinweber, qui est notre VIP pour notre PG Session de cette année, qui va nous parler statistiques. Alors, pour vous mettre un tout petit peu de contexte avant qu'elle nous explique tout ça, il faut vous rendre compte que la plus grosse décision qu'a à faire l'optimiseur de PostgreSQL, c'est est-ce que je vais aller lire toutes mes données ou est-ce que je vais prendre un index. Et pour ça, il se base sur des statistiques sur les données. Et je te laisse, Louise, nous parler de tout ça. Merci. Bonjour à tous. Je pense que parmi vous, il y en a quand même quelques-uns qui ont déjà vu cette présentation. Donc j'espère que vous y trouverez quelque chose de nouveau à apprendre, ou peut-être que vous avez tout oublié, ce qui serait aussi super. Je travaille aujourd'hui chez Snowflake. J'étais à Crunchy Data avant, qui a été racheté par Snowflake ce printemps, très précisément pendant le PGD France. Et donc à Crunchy, je travaillais donc depuis 2020 sur la base de données hosted dans le cloud, Crunchy Bridge, et donc maintenant c'est cette même architecture qu'on a implémentée qui est utilisée pour Snowflake Postgres, qui amène des nouveaux challenges du genre passer de un déploiement à environ une centaine. Voilà, on s'amuse bien. Je travaille principalement en Ruby aujourd'hui, avec du Crystal pour certaines choses qu'on a besoin d'être un peu plus légères, qui sont sur nos machines. Et bien sûr, je fais pas mal de Postgres. Alors, aujourd'hui, on va parler de statistiques. La première chose dont on va parler, c'est où est-ce que vous pouvez regarder vos jolies statistiques que Postgres récupère. Lesquelles sont lesquelles vont être calculées par défaut par Postgres. Comment est-ce que le Query Optimizer va les utiliser justement pour faire le choix de quel query plan il va choisir pour exécuter vos queries. Et quelles en sont les limitations. Donc après, il y a des solutions que Postgres a mis en place pour contrebalancer les limitations des statistiques à colonne unique. Mais même ça a quand même ses limitations, et de ça aussi, on en parlera. Alors, pour commencer, la base de données que j'ai utilisée pour cette présentation, c'est, vous pouvez la télécharger là, si vous avez envie de vous amuser avec, ou même en général, si vous cherchez une base de données PostgreSQL avec, elle fait, il me semble, environ 6 gigas, donc c'est pas très gros, mais enfin, c'est pas trop petit non plus pour des projets ou même pour travailler des conférences. Donc je les avais utilisés parce que j'avais envie d'une donnée qui, justement, comme on parle de statistiques et qu'on parle de liens entre les colonnes et des limitations des statistiques, partir sur une base de données que j'aurais générée un peu au hasard, c'était pas forcément pertinent. J'avais envie de voir un cas d'utilisation assez humain, et donc là c'est vraiment le cas puisque ça va être des études cliniques qui sont à travers le monde avec les différents hôpitaux, avec quels sont le type de patients, les symptômes, les essais qui vont être faits, comment les personnes vont répondre, quels sont ce qu'ils appellent les adverse events, c'est quand ça ne se passe pas bien. Donc c'est sur cette base de données, elle comprend des hôpitaux aux États-Unis, dans les 50 États, et dans plus de 200 pays. C'est une base de données qui est très intéressante parce qu'elle est aussi très humaine, c'est-à-dire que c'est des petits gens qui insèrent la data, et ça montre aussi que des fois les contraintes, c'est bien. J'avais essayé de convaincre des clients de Crunchy de me laisser jouer avec leur base de données et leurs statistiques, et ils ont dit non, mais je pense que je l'ai sûrement mal présenté parce que on a un ingénieur qui aimerait faire joujou avec votre donnée. Ça ne donne pas envie, il paraît. Alors, la première chose, c'est regarder ces statistiques. Donc, vous avez une vue, parce qu'en fait, c'est dans la base de données Postgres, c'est stocké dans une table qui est relativement illisible. Donc, à la place, vous avez cette vue qui s'appelle PGStatView, PGStats, où vous allez aller avoir, dans quel schéma, le nom de votre table, l'attribut et tous les différents éléments dont on va parler tout de suite. Donc pour un exemple, par exemple, là je regarde dans cette table qui s'appelle Outcome Analysis, le CI% qui est l'intervalle de confiance, et on va avoir les valeurs les plus communes, avec leur fréquence, l'histogramme, etc. C'est beaucoup plus facile à lire que la vraie table si vous la regardez un jour.
Alors, qu'est-ce que Postgres fait par défaut? Il va déjà récupérer les valeurs les plus communes, l'histogramme, les valeurs distinctes, qui est une estimation du nombre de valeurs uniques que vous avez dans cette table. La taille moyenne de votre colonne, ce qui va être calculé pour des types des colonnes du type texte ou JSON, et qui va être fixe pour des UID, des integers, où on sait quelle est la taille de la colonne. Le pourcentage de valeur nulle et la corrélation. La corrélation, l'idée, c'est qu'elle va varier de -1 à 1, et ça va être pour indiquer à quel point l'ordre physique de notre colonne est lié à l'ordre de la valeur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un int que vous avez utilisé pour votre clé, vous allez probablement avoir une série dessus, donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc la valeur, elle va être plutôt proche de 1. C'est-à-dire qu'il y a une vraie corrélation entre la valeur de votre ID et sa place en mémoire. Le problème, c'est par exemple, même dans un cas où il y a une série où ça va se rapprocher de 1, si vous faites un update, ça va supprimer, puis le remettre à la fin. Donc à la place d'avoir 1, 2, 3 en mémoire, vous allez avoir 1, 3, 2 par exemple. C'est pour ça qu'on n'est pas sur une valeur qui est 0 ou 1, on va dire. Donc les valeurs les plus communes vont être... donc là, on va avoir, par exemple, dans cette table de conditions, les valeurs les plus communes, elles sont là. Ça commence par en bonne santé. C'est plutôt cool. Il ne faut pas trop regarder le reste après. Hein, mais, et donc la fréquence ici, ça va être donc du 1,11% pour cette valeur qui est healthy. Pour les types qui vont être où on va avoir un nombre fini de valeurs. Donc par défaut, en fait, là, si vous regardez là, mes valeurs les plus communes, on va en avoir 100. C'est une valeur finie. En revanche, quand vous avez un type, une énumération, vous allez avoir un nombre fini. Donc le nombre de distinct values, il va être de 3, parce qu'on n'a pas besoin de vraiment l'estimer. Et mes fréquences les plus communes, si vous les ajoutez, on arrive à 100. Jusque-là, c'est tout à fait logique. Ensuite, Postgres va récupérer un histogramme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nos fréquences des valeurs les plus communes, il y a tout le reste. C'est-à-dire que vous avez plein de valeurs qui ne sont pas super communes. On va vouloir savoir comment elles sont distribuées. Et donc pour ça, Postgres va découper en buckets vos valeurs. Et l'idée, c'est que ces buckets, ils sont de taille égale. C'est-à-dire que là, sur mon baseline counts, entre le 75 et le 77 et le 85, vous allez avoir autant de rows, de lignes, qu'entre 251 et 257, à peu près. Si vous avez envie de regarder, si ça vous pose la question, j'ai fait des jolies queries. J'enverrai les slides après pour que vous puissiez vous amuser à regarder mes beaux queries, ils sont merveilleux. Un peu pour avoir une vision de à quoi ressemble en fait l'histogramme, pour voir qu'effectivement, on va avoir une distribution où là, c'est les pourcentages. Donc, dans chaque bucket, on va varier entre environ 0,6% et 0,2%. Donc, ce n'est pas complètement lisse, mais la variation de 0,4%, elle n'est pas non plus énorme. Et donc, tout à l'heure, je parlais du fait que cette base de données que j'ai utilisée, c'est une base de données très humaine. Et j'ai un peu rigolé quand j'ai commencé à regarder donc mes intervalles de confiance. Et la première valeur, elle est de -42%. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit je n'ai pas du tout confiance en cette étude, mais de façon à -43%. Et ça m'a intriguée parce que normalement, ça varie plutôt de 0 à 1 dans l'idée. Et donc, je suis allée chercher on a des petits noms de code, des recherches qu'après on peut regarder sur clinicaltrials.gov. Et c'est sur une merveilleuse recherche sur le hypercholestérol chez les enfants. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que je ne suis pas médecin, ça n'a pas l'air cool. Et en fait, à aucun moment,
il y a d'intervalles de confiance négatifs. Et c'est là où je dis, et ça n'a rien à voir avec les statistiques, je suis bien d'accord, mais mettez des contraintes dans vos tables, c'est bien les contraintes. Parce que ça, c'est juste purement quelqu'un qui a mal tapé son chiffre. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il y ait une valeur de moins 43 dans une table qui devrait varier de 0 à 1. Dans une colonne, pardon. Donc, la grande question, c'est comment est-ce que le Query Optimizer va utiliser ces statistiques pour prendre les meilleures décisions possibles. Alors déjà, son but, ça va être justement d'avoir une stratégie. Et donc pour ça, on va utiliser la statistique pour voir quel est le nombre de lignes qu'on pense retourner à la fin de ce query, quelle est la taille de cette data, et donc potentiellement, et quel est le nombre de pages qu'on va devoir scanner. Et tout ça, ça va nous permettre de choisir, bon, est-ce que par exemple, vraiment typiquement, est-ce qu'on va faire un index scan ou on va faire un sequential scan. Et ça va dépendre en grande partie de quel est le pourcentage de lignes qu'on doit retourner à la fin. Si on doit retourner 90% des lignes, on a tout intérêt à faire un sequential scan parce que ça va beaucoup plus vite que de devoir aller danser entre mon index et ma table. Donc ça, c'est vraiment le cœur, c'est cette sélectivité qui va être le pourcentage de lignes retournées par votre filtre. Donc ça va être calculé à partir des valeurs les plus communes, donc des MCV, de l'histogramme et donc aussi de ce qu'on sait sur quel est le pourcentage de valeurs nulles dans notre table. Comme je disais, oui, voilà, si notre where clause, elle enlève la grande majorité, on va partir sur un index scan, alors que si on doit retourner la grande majorité des lignes, on part sur un sequential scan. Donc aujourd'hui, on va parler quand même source code de Postgres, de code source, pardon. Les langages, c'est compliqué à mélanger, pardon. Donc on va parler de ces algorithmes. Alors comme vous pouvez vous douter, il y a quand même énormément de choses qui se passent, beaucoup d'éléments que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des incroyables queries. Donc aujourd'hui, on va se limiter à comment est-ce que Postgres va utiliser des statistiques quand on fait un égal, quand on fait un plus grand, plus petit égal, tout ça, et quand on les combine avec un et, and. J'aurais adoré aussi parler de join, de or, de tout ça, mais ça fait énormément de choses à voir. En revanche, je vous mets ici là où vous pouvez aller regarder le code source si ça vous intéresse, parce que y a tout ce qui vous manque. Mais ces fichiers, ils font genre 2000 lignes, donc il fallait bien que je filtre quelque part. Donc, pour le égal, la première chose qu'on va faire, ça va être aller regarder dans nos valeurs les plus communes si on peut avoir la sélectivité exacte. Typiquement, ici, donc mon query, il va regarder les hôpitaux qui sont à Boston. Boston est dans mes valeurs les plus communes, donc j'ai directement la sélectivité qui est de 0,08%. Est-ce que ça correspond ? Oui, à peu près. Voilà, c'est-à-dire que si vous regardez votre explain, ça estimait qu'il devait y avoir de 24 665 lignes. Il y en a 24 948. Close enough. Par contre, si la valeur n'est pas dans les valeurs les plus communes, ce qu'on va devoir regarder, ça va être en dehors des valeurs les plus communes, en dehors des valeurs nulles, qu'est-ce qui me reste? Et à partir de ça, on va pouvoir estimer quelle est la sélectivité. Donc voilà, cette première étape, ça va être, voilà, on estime complètement, on enlève tout ce qu'on sait qui ne correspond pas. C'est-à-dire que ma valeur n'est pas nulle, ma valeur n'est pas dans les valeurs les plus communes. C'est la sélectivité initiale. Et après, ce que Postgres va faire, c'est qu'il va estimer qu'en dehors des valeurs les plus communes, tout est distribué de façon égale. Ce qui n'est pas vrai, potentiellement. Mais, encore une fois, ça va.
Et la raison pour laquelle on ne va pas utiliser un histogramme, l'histogramme qui est là pour justement montrer quelle est la vraie distribution, c'est que comme un histogramme il va faire des buckets, mais en fait finalement on va quand même potentiellement avoir un seul bucket qui va correspondre à notre valeur. Donc en fait ça ne va pas nous avancer, ça va toujours nous donner cette impression que en dehors des valeurs les plus communes, nos valeurs sont distribuées également. Alors voilà un exemple où on change de ville, on va à Grenoble. Petite ville merveilleuse qui n'est pas aux États-Unis. Donc là, bon, dans cette table, il se trouve que le nombre de valeurs nulles, elle est globalement 0, on va dire. Le nombre de valeurs distinctes, c'est 6655. Donc, ce qu'on va faire au départ, ça va être, on enlève nos nuls, on enlève la somme des valeurs les plus fréquentes, et on va arriver donc à 68% de sélectivité de base. Et après, on va regarder le nombre de valeurs distinctes moins les 100 qui sont dans nos most common values. Ça va donner 6555. Donc la sélectivité, ça va être autour de 0,01%. Est-ce que ça marche? Bof. Mais voilà, on estimait à 195 et on a 2442. Bof, mais à la fois, c'est aussi une table où il y a 2 millions d'éléments. Donc, est-ce que vraiment ça va impacter le query plan? Non. Ce que ça veut dire, c'est qu'il vaut mieux utiliser l'index que faire un sequential scan dans ce cas-là. L'autre chose que vous allez beaucoup faire, c'est des opérations avec des plus grands, plus petits. Donc, pour ça, on va repartir sur la sélectivité des plus communes. Donc, on va regarder nos valeurs les plus communes, voir qu'est-ce qui correspond. Et après, on va pouvoir s'amuser avec notre histogramme. Donc, pour les valeurs les plus communes, on part de 0, on fait une boucle des valeurs les plus communes, on essaie de voir si ça match notre clause. Si ça match, on ajoute la sélectivité qu'on connaît. Jusque-là, facile. Par exemple, ici, on va avoir un intervalle de confiance plus grand ou égal à 95. On fait une boucle. 95, oui, non, non, oui, non, blablabla. Et à partir de là, on va pouvoir additionner toutes nos fréquences-là et arriver à environ 62% de sélectivité sur nos valeurs les plus communes. Et ensuite, on va pouvoir regarder notre histogramme. Le but dans l'histogramme, ça va être d'aller savoir combien de mes petits buckets vont contenir la valeur que je recherche. Donc, on va initialiser à 0 et on va faire une boucle dans notre histogramme. Si ça correspond à notre clause where, on va ajouter 1 au nombre de matchs de notre bucket. Et la sélectivité de l'histogramme, ça va être le pourcentage finalement de l'histogramme qui match, c'est-à-dire match qu'on a calculé là, divisé par le nombre de buckets de l'histogramme. Pour un exemple plus facile, on repart sur notre CI% avec un histogramme qui commence à moins 43%. Et donc, on va faire une boucle pour dire, voilà, dans ce premier bucket, non, notre valeur, elle n'est pas là. Et on va boucler jusqu'à arriver là, où oui, ça match. Et on va pouvoir dire, voilà, on a 44 buckets dans notre histogramme qui correspondent à ma clause sur un total de 64 buckets. Et donc, ça fait environ 68% de l'histogramme qui va correspondre à ma clause where. Et donc maintenant, on va vouloir combiner tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Quelle est la sélectivité la plus commune? Des valeurs les plus communes, pardon. La fraction de valeurs nulles dans notre table, la sélectivité de l'histogramme, la sélectivité de DMCV. Et donc, à partir de là, on va faire des joyeux maths où on va d'abord regarder, on va initialiser, où on va dire, OK, à nouveau, ce qu'on veut, c'est vraiment le pourcentage de la table en dehors de tout ce qu'on sait qui peut correspondre pour l'histogramme. Donc, l'histogramme, ça va être l'histogramme de la sélectivité de l'histogramme vue sur toute la table. C'est-à-dire que sur toute la table, on va enlever les valeurs nulles,
on va enlever les valeurs les plus fréquentes. Ce 68%, c'était le 68% juste de l'histogramme. Ça va être 68% de ce qui reste dans la table une fois qu'on a enlevé les nuls et une fois qu'on a enlevé les valeurs les plus fréquentes. Et après, on va rajouter ce qu'on savait, ce qui était la sélectivité des valeurs les plus fréquentes. Donc, si on regarde au départ, ce query, ce qu'on avait, c'était effectivement 62% des valeurs les plus communes, 68% de l'histogramme. Une fois qu'on merge l'histogramme, c'est-à-dire que ces 68% de tout ce qui restait avant, ça correspond en vrai à environ un peu moins de 2%. Non, un peu moins de 1%, pardon. Et ensuite, on va rajouter, finalement, on va être autour de 62,7%. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec tous ces joyeux maths, mais je vous jure, vous allez pouvoir regarder les slides, c'est beaucoup plus facile quand on les lit 25 fois. C'est pour ça que je reviens. Alors, donc la combinaison des where clause quand on a un and entre nos clauses. Je dis beaucoup clause, pardon. Alors, ce que Postgres va faire, c'est qu'il va calculer la sélectivité de chaque clause indépendamment. Et après, il va les merger en les multipliant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, là, j'ai ce query qui dit je veux toutes les recherches, toutes les études cliniques en phase 1 qui sont sur le diabète. Ça va estimer que j'ai 8,5% d'études en phase 1. J'en ai 1,2% qui sont sur le diabète. Donc, j'estime qu'il y a 1% des 8% qui sont et en phase 1 et sur le diabète. Hop, ça, je vais vous le zapper. Ça sert à rien. Donc, hop. Oui, en fait, si je vais quand même vous en parler parce que je suis sympa. Alors, on a quand même un cas où ça ne va pas pouvoir faire une multiplication entre les clauses. Ça va être quand on va avoir un low et un high bound. C'est-à-dire quand on va avoir plus grand que, par exemple, plus petit que 8 et plus grand ou égal à 5. En fait, ce qu'on va vouloir, c'est pas, finalement, on ne va pas pouvoir multiplier puisque, en fait, ce qu'on veut, c'est l'intersection entre les deux. Donc là, on va être obligé de gérer quand même un peu différemment pour obtenir cette sélectivité-là. Voilà, mais là, pour le coup, je vais vous zapper les maths. Donc maintenant, le calcul du coût, il va se faire effectivement en se disant, bon, bah voilà, quel est le nombre de lignes que j'ai en total dans cette table et quelle est la sélectivité. Donc, on va dire qu'on va multiplier par la sélectivité par le nombre de tuples dans notre table et ça va nous donner une estimation de ici 33 671 éléments parce que là on a voilà, le rel tuple. Dans la vraie vie, Postgres n'utilise pas ce rel tuple qui est dans votre PG class. Il va faire une estimation en regardant le nombre de pages. C'est une optimisation que je pense qui n'est pas forcément très intéressante à savoir. Je voulais surtout parler de l'estimation du nombre d'euros, de où ça sort, quoi. Alors, est-ce que ça marche ? Eh ben, si on reprend ce query que j'avais, l'estimation qui est là, elle correspond à peu près à nos rows réels. Donc voilà, si vous, je sais pas si, en fait, est-ce que peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais regardé un explain analyze, auquel cas, pardon, désolé. J'aurais peut-être dû en parler avant. C'est-à-dire que dans le Explain Analyze, là, vous allez avoir qu'est-ce qui est estimé par le query plan et qu'est-ce qui est réellement exécuté par Postgres. Et donc, particulièrement, voilà, le nombre de lignes. Comparer ça, ça va être un élément qui va vraiment vous indiquer si oui ou non vos statistiques sont justes ou pas, ou si vous avez peut-être un souci et besoin de faire un create statistique. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a ce merveilleux fichier qui est très long. Alors, pourquoi est-ce que c'est
quelles sont les limitations des statistiques telles qu'elles sont par défaut dans Postgres? Alors voilà, dans l'idée dont on parlait tout à l'heure, on disait, voilà, si j'ai 8% en phase 1, j'estime que 1% de ces phases 1 sont sur le diabète, parce que je multiplie les sélectivités. Le problème, c'est que quand on va avoir quelque chose comme, on va regarder les hôpitaux, les facilities dans la ville de Lyon en France, on ne peut plus vraiment faire cette estimation-là. C'est-à-dire que la sélectivité de la France, c'est 6%. La sélectivité de Lyon sur toute cette table de facilities, c'est 0,16%. On ne peut pas se dire que seulement 6% des villes de Lyon sont en France. Ça ne correspond pas. Parce que globalement, 100% des villes qui s'appellent Lyon sont en France. Ou peut-être 99% parce qu'il y a un Lyon en Illinois. Mais ça compte pas, ils n'avaient qu'à inventer des nouveaux chiffres, des nouveaux noms. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a cette situation? C'est-à-dire que dans l'estimation du coût, on va penser que, Postgres va estimer qu'il y aurait 297 hôpitaux qui sont à Lyon en France, alors que dans le coût réel, on a 5600. C'est là où on commence à avoir des différences suffisamment importantes pour que ça impacte notre query plan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait justement quand on a cette divergence? Eh bien, on va pouvoir... Je ne sais plus trop pourquoi j'ai mis plusieurs fois ce query. Mais, ah oui, si, pardon. Je me rappelle. Oui, donc ce qu'on va pouvoir faire ici, ça va être create statistic, où on va dire qu'il y a une dépendance effectivement entre pays et villes. On va faire un analyse sur nos facilities et là, pouf, notre query, il a la bonne estimation. Super. Alors maintenant, justement, on va parler de create statistics et des différents types de statistiques multicolonnes. Alors, mon master plan super top secret de pouvoir piocher chez mes clients et d'aller trifouiller leur base de données, encore une fois, ils n'ont pas voulu, c'était de pouvoir regarder des vraies queries, c'est-à-dire de pouvoir voir sur une utilisation d'une base de données que je ne connais pas, quelles sont les queries où le plan n'est pas le bon et où est-ce qu'on aurait effectivement besoin d'un peu de statistiques, donc où est-ce qu'il y a une corrélation entre des colonnes. J'avais pas envie de travailler sur une base de données que je connaissais. Ça, c'est un truc qui est important parce que je pense qu'en fait, il y a grand nombre d'entre nous, et surtout vous qui avez des BA, assez souvent, vous arrivez sur une base de données d'un client avec zéro connaissance de qu'est-ce qu'ils font avec. Donc, c'est pour ça que je voulais une base de données que je ne connais pas. Et j'aurais voulu pouvoir regarder dans leur PG Stat Statement quels étaient les queries qu'ils faisaient et quels étaient ceux qui auraient pu être optimisés par Create Statistics. Le problème, c'est que je n'ai pas pu faire ça et que cette base de données d'études cliniques, vous pouvez même y avoir accès en ligne, vous n'avez même pas besoin de la télécharger, mais même si vous y accédez en ligne, il ne vous laisse pas regarder les PG Stat Statements. C'est bien dommage. Donc, il a fallu que je me dise, mais comment est-ce que je peux arriver à récupérer, à trouver des colonnes qui sont en corrélation? Et pour ça, j'ai fait cette immense, magnifique query qui, en gros, va calculer pour toutes mes tables si la sélectivité, donc la sélectivité des valeurs les plus communes, quand elles sont mergées versus le nombre réel de tuples. Donc ça va faire beaucoup de count. Je vous déconseille très fortement de le lancer en production parce que c'est très lent et que c'est vraiment pas une bonne idée là. Mais c'est comme ça que j'ai récupéré des dépendances qui me paraissaient pertinentes pour cette présentation. Donc, l'idée de Create Statistics, c'est qu'il va être là pour améliorer les cas où nos statistiques par défaut font faille. Donc, on va avoir trois types que vous pouvez créer. C'est les dépendances fonctionnelles, les valeurs distinctes multivariates, en combinaison de deux colonnes,
et les most common values, mais avec de multiples colonnes. Donc la dépendance, c'est déjà, j'en parlais tout à l'heure, avec le Lyon et Paris. Et oui, la question à laquelle je veux répondre là dans cette partie, c'est comment est-ce que vous choisissez entre ces trois? Parce qu'en fait, c'est pas forcément évident de se dire, voilà, je vois que j'ai une dépendance entre deux colonnes, mais en fait, qu'est-ce que je choisis quand je fais mon create statistique? Donc, le dependency, il va être pertinent quand vous avez un query qui va être sur un égal. Donc, et là où on sait que c'est des valeurs qui vont évoluer ensemble ou qui sont vraiment liées, comme la ville et le pays. Donc maintenant, le ndistinct count, ça va être très intéressant pour vos group by. C'est-à-dire que là, si je fais un group by, il va calculer le nombre distinct de groupes. Et si vous avez juste colonne par colonne, l'estimation du nombre de groupes peut être faux. Donc, vous pouvez faire un create statistique. Ici, j'ai utilisé catégorie et titre du baseline measurement. Et ce que je veux montrer, c'est pourquoi est-ce que ces valeurs sont liées. Ça va être typiquement, voilà, dans cette table, on a donc la colonne, pardon, qui s'appelle catégorie. Par exemple, là, on va voir le sexe de la personne, l'ethnicité, et donc évidemment que ces deux valeurs sont complètement liées, en fait. Parce qu'effectivement, elles ne vont pas vous n'allez pas avoir dans cette valeur-là female. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ce query précis, avec un group by, après avoir fait un create statistique, on va passer de 872 millisecondes à 335. Pourquoi? Parce que justement, on va changer de query plan. C'est-à-dire que dans ce query plan-là, et dans ce query plan-là, qui effectivement est... Mince, j'ai pas mis le temps. Et plus rapide, la grosse différence, je vais quand même zoomer parce que les query plans, c'est un peu illisible de loin. La grosse différence, ça va être la façon dont on va faire le merge ici. Où là, on va utiliser un hash aggregate, alors que là, on va pas pouvoir, parce qu'en fait, l'estimation, en fait, au départ, Postgres pensait qu'il y aurait 231 000 groupes, enfin, rows, pardon, alors qu'en fait, il y en avait 6 000. Et donc, forcément, le fait d'utiliser un hash qui est en mémoire, si on a trop de lignes, Postgres va dire, bah non, je ne peux pas faire ça. Et donc, ce changement de query plan, ça va être la raison pour laquelle notre query va être beaucoup plus rapide. Alors maintenant, quand vous avez des opérations qui vont être plus grands, plus petits, plus grand égal, etc., c'est là où mon multivariate MCVList va être pertinent. Et donc, voilà, là, j'en fais un sur, sur les organ systems, sur organ system et adverse event term dans reported events. Voilà. Alors, ces colonnes, encore une fois, on a effectivement une corrélation sur, voilà, on a le système, ça va être un gastro-intestinal, les symptômes nausées. Voilà, tout ça, effectivement, on voit que, encore une fois, voilà, un gastro-intestinal, c'est là encore vomi, désolé, c'est super chouette hein, comme base de données. Je vous conseille la partie cancer, c'est vraiment joyeux, quoi. Alors qu'effectivement, là, est-ce que la nausée pourrait être dans le système nerveux? Peut-être, mais enfin, c'est quand même plus logique que ce soit dans le gastro-intestinal. Donc, voici un query que je regarde. Alors, j'avoue que je n'ai pas utilisé le meilleur exemple puisque j'ai utilisé un égal et pas un plus grand ou plus petit, mais là, ça devenait compliqué de trouver des exemples où c'était vraiment pertinent dans cette base de données que je ne connaissais pas forcément. Et donc, voilà, on regarde là ce query avec l'hypoxia, donc manque d'oxygène. Et
avant et après, on va avoir effectivement, avant le create statistique, ça estimé à 1200 versus 17 000. Après mon create statistique, on est à nouveau plus proche de la réalité. Donc, ça vous montre que ça peut être potentiellement important. Le problème, c'est que vous avez des limitations aux statistiques étendues de Postgres. C'est-à-dire que ça ne va marcher que pour les valeurs les plus communes, parce qu'il n'y a pas d'histogramme. La raison pour laquelle il n'y a pas d'histogramme qui est là, c'est qu'en fait, le nombre de... Donc, en fait, pour récupérer ces statistiques, Postgres va récupérer un certain nombre de lignes pour les calculer. Ce nombre de lignes, ça va être 3000 fois votre nombre de statistiques que vous prenez par défaut, ce qui est en général 100. Donc ça commence déjà à faire pas mal de lignes. Le problème étant que si vous avez, en plus que vous êtes en train de regarder non pas une colonne mais 2 colonnes, ça veut dire que vous allez augmenter le nombre, la taille de votre sample de base. Si en plus de ça, vous allez regarder un histogramme qui va devoir regarder pour chaque des buckets, ça va être encore plus énorme le nombre d'éléments pour arriver à avoir un histogramme qui représente votre table. Donc, c'est quand même principalement pour ça que les histogrammes ne sont pas supportés pour l'instant. Donc, voici un exemple où voilà, j'ai vraiment fait là mon create statistique. C'était super. Et effectivement, vous avez pu voir que ça avait ramené à plus proche l'estimation du coût et le coût réel. Et le problème, c'est que si je repars sur une valeur qui est là, l'asthme, à la place de mon manque d'oxygène, et bah pouf, on se retrouve à nouveau, alors que j'ai toujours fait mon create statistique qui est là, on va se retrouver à nouveau avec une estimation et un nombre réel complètement différents. Et c'est là qu'il va y avoir des configurations que vous pouvez faire. C'est-à-dire que par défaut, vous allez avoir 100 comme les default statistiques target. C'est-à-dire que dans votre most common values, il va y avoir 100 éléments. Ça va de 1 à 10 000. Et il faut savoir que vous pouvez le changer table par table, colonne par colonne. Donc, par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bon, pour cette colonne en particulier, je préférais qu'il y en ait 1000 et pas 100. Et là, si je fais ça et que je refais un analyse sur ma table, et ben, à nouveau, on va se retrouver avec nos statistiques d'estimation et nos statistiques et notre nombre réel de lignes à nouveau cohérents. Le problème étant, encore une fois, vous pouvez passer à 1000, mais quand vous allez regarder un query qui est encore moins, avec des valeurs encore moins fréquentes, vous allez à nouveau avoir une différence entre les lignes et le réel. Je dis ça, pas pour que vous alliez dans votre petite base de données mettre 10 000 partout. Ce serait une très très mauvaise idée, parce que ça ferait que vous auriez un analyse qui est extrêmement long. En fait, l'idée de tout ça, de dire on peut faire des create statistiques, on peut changer ces valeurs de configuration, l'idée, c'est pas de vous dire allez le faire pour tous les queries que vous trouvez un peu chelous, allez faire un create statistique et mettez à 10 000. C'est juste pour dire, en fait, il y a un moment... on va optimiser certains queries, on ne va jamais vraiment pouvoir optimiser tout. Et en fait, des fois, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que si mon query plan, est-ce que c'est si important que ça que le query plan ne soit pas très bon pour des valeurs très rares que vous allez faire, sur lesquelles vous allez faire moins de queries? Ça va être vraiment usage par usage, en fait, cette question. Parce que de la même façon que faire des create index sur absolument toutes vos colonnes, ce n'est pas une bonne idée. Create statistique, il vient avec ses problèmes. C'est-à-dire que ça va quand même rendre le vacuum plus lent. C'est pas tout à fait pareil, parce que ça va pas ralentir vos writes de la même façon qu'un index va le faire, mais on va quand même avoir cette question de se dire qu'est-ce que j'optimise et qu'est-ce que j'optimise pas dans ma base de données. Les autres choses que vous pouvez faire, ça va être, si vous avez une connaissance du nombre exact de valeurs distinctes de votre table, vous pouvez lui donner. Et vous pouvez aussi lui donner un pourcentage donc si vous mettez positif, ça va se dire ok, ça c'est le nombre exact. Si vous mettez en négatif, ça va dire voilà, que c'est le pourcentage
de valeurs uniques. C'est-à-dire que le -1, ça va être, il n'y a que des valeurs uniques sur cette table. Le -0,5, ça va être à peu près chaque valeur apparaît 2 fois. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. Alors s'il y en a qui l'ont, il y a des gens qui ont déjà fait ça? Ah super. Bah voilà. Mais vous pouvez le faire, hein. Mais j'ai jamais. Alors pour comme quoi faire du create statistique, j'en ai mangé pas mal. Ça non. Mais c'est là. Voilà. Donc en conclusion, j'essaie d'aller vite parce que je me rends compte que j'ai déjà 1 minute de retard. Postgres va prendre des statistiques par défaut qui sont sur une colonne à la fois pendant votre analyse. Le Query Optimizer il va utiliser ces statistiques pour essayer de trouver le meilleur query plan pour votre query précisément. Et pour ça, il va calculer la sélectivité, c'est-à-dire le pourcentage de lignes retournées par vos clauses. Il va merger ces statistiques, ces sélectivités en ayant en tête qu'il n'y a pas de corrélation entre les colonnes, ce qui n'est pas toujours vrai, et c'est là que Create Statistics peut vous aider. Voilà, et vous pouvez configurer certaines choses, ce qui est des fois une bonne idée, ce qui est des fois pas trop une bonne idée, ça dépend de pas mal de choses, aussi de la taille de vos machines, de la taille de votre donnée, etc. Et est-ce que des gens ont des questions? Je ne sais pas trop si on a le temps pour des questions, mais on va le prendre. Bon, oui, c'est une bonne réponse, ça. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi je... Ah, si, quand même. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question qui est liée à une discussion que j'ai eue avec un collègue récemment pour faire, on va dire, de la maintenance, qu'on a tendance à intervenir sur des DB qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai tendance, effectivement, quand il y a des problèmes de perf sur des queries, à changer le target statistique sur les colonnes. La réflexion de mon collègue, c'était de me dire que malheureusement, le problème quand on fait ça, c'est que en fait, quand un autre DBA va passer sur la DB, il ne verra pas forcément cette modification. Parce qu'effectivement, on a tendance à aller vérifier des fois la configuration dans le fichier postgresql.conf. Mais effectivement, on n'a pas, on va dire, une vision voilà, de ces réglages fins, en fait. Voilà. Et du coup, on se posait la question des best practices, quoi. De best practice. Moi, je dirais que aujourd'hui, je pense que la valeur de 100, elle est un peu, elle est très conservative. Je ne sais pas si c'est ouais. c'est-à-dire que je pense que, enfin, ça dépend sûrement beaucoup des machines qu'on utilise, mais on a quand même accès à plus de CPU que dans le bon vieux temps. Et que potentiellement, moi, je pense qu'on pourrait se dire que 500, c'est une valeur qui peut se justifier. Mais encore une fois, ça ne va pas forcément tout régler. Notamment, quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est assez intéressant, c'est le fait que les statistiques n'aident pas particulièrement sur des joins dont les statistiques par défaut sont pas cohérentes. Parce qu'en fait, les statistiques, même les statistiques multicolonnes, ne sont pas cross-table. Donc, ça va être sur une seule table. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a discuté avec l'équipe Postgres, de dire, mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait changer ça? Ça ne répond pas du tout à ta question, mais je dirais que je pense que selon les machines qu'on utilise, passer de 100 à 500, ça se justifie. Mais pas 10 000. Hein. Pas 10 000. Pas 10 000. On a une question ici. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais 2 questions. La première, c'est dans le comportement interne de l'optimiseur, est-ce qu'il y a des seuils prédéfinis de déclenchement qui font qu'un index serait utilisé plutôt qu'un full table scan ou bien c'est uniquement basé sur le coût? Et la deuxième question, de façon plus générale, quelles sont les best practices pour s'assurer que les statistiques soient à jour? Alors, je ne parle pas du cas particulier de chargement massif, mais est-ce que vous préconisez de recalculer les stats à intervalles réguliers, par exemple,
ou uniquement de cibler les tables qui sont les plus à même de bouger? Merci. Alors, d'un seul coup, j'avais une réponse pour la première question et puis j'ai oublié. C'était quoi déjà la première? Pardon. Les seuils de déclenchement. Les seuils de déclenchement, alors, comme ça, je dirais que oui, mais je ne sais pas. Il me semble que c'était quelque chose du genre, quand c'est 90% de lignes, on passe en sequential. Mais franchement, je pense qu'il faudrait que je relise le code source. J'ai plus, voilà. Et deuxième question. Ça revient un peu à la question tout à l'heure sur la discussion tout à l'heure sur l'optimisation du auto-vacuum. J'estime que si on a un auto-vacuum qui vient régulièrement, on n'a pas forcément besoin de faire un refresh des statistiques. Et après, ça va être effectivement sur des tables où il y a énormément d'updates. On va avoir beaucoup de dead rows qui méritent. Mais en fait, ça finalement, ça va être avec la configuration de auto-vacuum qu'on va vouloir peut-être configurer différemment pour certaines tables en disant non, là, le threshold, il ne peut pas être de 20% pour cette table, il va être de moins. Et donc, dans les nouvelles configurations de Postgres, ça va aussi aider. Voilà. Je crois qu'il nous restait une question dans la salle. On va terminer par celle-là. Je ne suis pas un utilisateur féru de Postgre, donc la question est peut-être triviale, mais je vous la pose quand même. Effectivement, comme vous le disiez, la requête qui passe une fois par mois et qui est anti-performante, on s'en fout peut-être un peu. Celle qui passe 1000 fois par minute, ça va déjà nous intéresser un peu plus. Est-ce que Postgre permet nativement de retrouver ces infos quelque part? PG Stat Statement va donner quand même beaucoup d'informations sur les requêtes les plus fréquentes et il y a aussi voilà, quel temps moyen est pris par ces requêtes et min, max, etc. Ça va être là. Merci. Merci Louise.